Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Amis auditeurs, pour commenter et analyser la situation sociopolitique au Togo, nous accueillons en ligne depuis Lomé Carlos Ketoro, directeur de publication du journal L'Indépendant Express. Il est également connu comme président du patronat de la presse togolaise PPT. Carlos Ketoro, bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir toute la communauté de la diaspora à travers toutes les capitales européennes, mais aussi à travers l'Afrique. Je veux parler de Paris, de Bruxelles, de Washington, de Genève, et de tous les pays. Bonsoir à tous. Eh bien, Carlos Ketoro, vous titrez à la une de votre journal paru le 14 mars dernier, je cite, « Déchéance avancée au sommet de l'État. L'armée sous pression a-t-elle le dernier mot ?» Alors, Carlos, que retenir de ce dossier? Est-ce que l'armée togolaise est-elle vraiment sous pression? Si oui, de quelle manière, Carlos Ketoro? Oui, Sylvain, nous avons titré « Déchéance avancée au sommet de l'État. L'armée sous pression a-t-elle le dernier mot ?» Oui, c'est vrai, l'armée togolaise est vraiment sous pression. Vous n'êtes pas sans savoir, Sylvain, que nous sommes dans une période où nous avions titré la semaine passée que le Togo est comme dans un mode de pilotage à vue. Il y a des troubles un peu partout, des troubles consécutifs aux questions de l'augmentation du carburant. Les enseignants, les élèves sont dans la rue. Les réformes politiques sont bloquées. L'État est dans une léthargie qui est impensable. Alors, de part et d'autre, vous n'êtes pas sans savoir que l'opposition a organisé dernièrement une marche pour essayer de protester contre tous ces mots qui minent le Togo et pour lesquels les autorités togolaises semblent rester indifférentes. Et c'est au cours de cette manifestation que nous avons compris que de plus en plus, tous les acteurs sociopolitiques et économiques interpellent l'armée à prendre sa responsabilité. De par le passé, Amos, vous savez, on a toujours pourfendé l'armée de jouer le mauvais rôle, c'est vrai. L'armée a joué à des moments donnés un mauvais rôle dans la situation politique, vous vous rappelez, en 2005, quand l'armée a imposé Faure Gnassingbé après la mort de son père. Ce qui est dommage. Il y a également d'autres situations dans lesquelles l'armée est omniprésente dans la situation sociopolitique, avec les répressions, avec les sorties catastrophiques de cette armée. Mais aujourd'hui, on commence par comprendre qu'avec la déchéance, il faut interpeller l'armée, puisque les Togolais commencent à voir un peu l'exemple, ou si on peut dire, le bon exemple des armées de certains pays à faciliter l'alternance, à pouvoir jouer un rôle positif en politique. Je veux parler notamment du Burkina Faso, avec le départ de Blaise Compaoré, où l'armée a joué un très grand rôle, et récemment en Gambie avec Yahya Jammeh, qui est parti parce que l'armée l'a voulu ainsi. Et au Togo, que ce soit au niveau des populations, on interpelle l'armée à prendre ses responsabilités. Les partis d'opposition la dernière fois, quand ils étaient au niveau de l'état-major des forces armées togolaises, un leader de l'opposition a lancé un cri de détresse en disant que on ne peut pas rester dans un pays qui est en déconfiture totale, en cette déchéance avancée. Il faudrait qu'à un moment donné, l'armée puisse prendre ses responsabilités. Quelles responsabilités? Point d'interrogation. Mais du côté du pouvoir également, on ne baisse pas les bras pour interpeller ou inviter l'armée à rester toujours un sabéquille politique. Le chef de l'État était à Témédia devant l'armée en disant que je vous connais, vous ne me décevrez pas. Il a demandé encore
encore et de plus en plus le soutien de l'armée pour pouvoir continuer à gouverner. Donc, l'armée aujourd'hui au Togo a le dernier mot. Quel est le dernier mot? Prendre position pour continuer à protéger le pouvoir en place, le pouvoir de Fort Gnassingbé dans la forfaiture qu'on connaît, et puis dans la déconfiture, dans la déchéance, ou bien prendre parti pour le peuple en tant qu'armée républicaine pour assurer un bien-être des populations. C'est ce que nous avons essayé d'analyser dans notre dossier d'échéance avancée au sommet de l'État. L'armée sous pression a-t-elle le dernier mot? Donc le dernier mot revient aujourd'hui à l'armée dans une situation totalement délétère au Togo. En tout cas, Carlos Ketou, vous n'êtes pas la seule personne, vous n'êtes pas le seul Togolais à le dire, à le penser. Il y a beaucoup de Togolais qui le disent que l'armée doit prendre désormais sa responsabilité vu la situation sociopolitique qui ne cesse de dégrader le jour. Carlos Ketou, vous êtes en ligne depuis Lomé, la capitale togolaise, pour commenter et analyser la situation sociopolitique avec nous. Parlons de cette crise qui secoue le secteur de l'éducation, justement entamée depuis la rentrée scolaire. La crise qui secoue le secteur de l'éducation devient très très inquiétante, surtout avec les sorties méprisantes du ministre Gilbert Bawara. Mais finalement, Carlos Ketou, on a appris hier que le gouvernement a dénoué la crise. Est-ce que vous confirmez, Carlos Ketou? Oui, Amos, sur la question de la crise qui mine l'éducation, hier, c'est vrai, il y a eu une rencontre entre le Premier ministre, les ministères de tutelle concernés et puis les syndicats. Et on a eu à sauver la situation en s'engageant à honorer un certain nombre de primes et de revendications qui relèvent des contestations au niveau des enseignants et qui mettent les élèves dans la rue et qui créent la situation de crise généralisé au niveau de l'enseignement. Et ce que nous pouvons retenir de ceci est que, d'une part, le gouvernement veut apaiser la situation en essayant de faire bas la terre ou en tentant d'écouter les acteurs de l'éducation sur la question, notamment les syndicats. Mais d'autre part, il faudrait que ces responsables de syndicats retournent à la base pour faire le compte-rendu, du moins des propositions et des engagements pris par le gouvernement. Mais à l'allure que moi je vois les choses, je ne pense pas qu'on puisse dire que la situation est résolue parce que le gouvernement a toujours donné dans le dilatoire, le gouvernement togolais. Depuis plus de 5 ans, la situation de crise persiste, les engagements ne sont jamais honorés et ce que les enseignants réclament n'a pas été satisfait dans une moindre mesure au moment où les gouvernants, notamment les ministres de tutelle, donnent dans des comparaisons négatives en faisant croire que l'enseignant togolais est logé à une bonne enseigne par rapport aux autres secteurs au niveau de l'administration, en donnant des chiffres qui présente l'enseignant togolais comme exagérant dans la situation et dans les conditions dans lesquelles il est. Et il y a un certain nombre de situations aujourd'hui qui ne sont pas totalement satisfaites et qui laissent penser que la base risque d'être réticente par rapport à des propositions, notamment des primes de 8 000 et de 10 000 sur certains cadres et certaines situations. Mais pour l'heure, on ne peut pas décréter tout droit que la situation s'est améliorée et que la crise au niveau de l'éducation est absorbée après cette rencontre. La preuve, les acteurs, les cadres, les syndicats ont promis au gouvernement de retourner faire le compte rendu à la base afin de voir la position de la base par rapport aux engagements de l'État. Et de plus, d'après les conclusions, nous avons appris que les engagements ne sont pas immédiats du côté de l'État. On dit par exemple que d'ici la rentrée prochaine, l'État pourrait satisfaire la question du statut spécial au niveau de l'éducation ou du secteur de l'éducation. Alors qu'il y a la question du statut général au niveau de la fonction publique au Togo. Donc tout ceci est flou, tout ceci ne rassure pas.
Et moi, je crains, en tout cas, nous craignons que la base rejette systématiquement ces différentes propositions et qu'on puisse continuer à lancer des mouvements de grève. Ce qui est dommage. Mais ce n'est pas un souhait parce qu'il est vrai que le monde éducatif est totalement dégingandé et il faudrait trouver une issue afin que les élèves retournent en classe et que les enseignants puissent donner les cours. Mais si les conditions ne sont pas réunies, je ne pense pas qu'on puisse continuer dans une situation de confusion comme elle est actuellement, avec des engagements qui très souvent ne sont pas honorés par le gouvernement. Donc, on va dire tout simplement que wait and see. On attend ce que la base, c'est-à-dire les enseignants réunis au sein des différents syndicats vont donner comme réponse aux promesses et aux engagements du gouvernement. D'accord. Carlos Queitou, comme vous venez de le dire, c'est le wait and see. On verra ce que vont penser ces enseignants, ce qu'ils vont accepter. Et cette décision, voilà, la situation est dénouée en partie, comme vous venez de le dire. C'est le wait and see. On verra si le gouvernement va également honorer à son engagement. Et Carlos Queitou, grogne sociale répétitive au Togo, ça, le constat est amer. Alors, doit-on parler d'un échec du gouvernement en matière sociale ou d'une incapacité de Faure Gnassingbé qui porte ce mandat social? Ah oui, Amos, moi je pense que les signaux sont rouges au Togo et dans tous les secteurs, il y a une certaine insatisfaction qui donne lieu à des contestations tous azimuts en matière du mandat social de Faure Gnassingbé. Donc c'est l'échec total, c'est l'échec cuisant du mandat social vanté par les autorités togolaises dans la mesure où le mandat social qui devrait permettre aux populations de pouvoir mener leurs activités, notamment des activités commerciales qui ont été endeuillées également par l'existence d'un office, l'OTR, l'Office togolais des recettes, qui a vu son patron limogé il y a quelques semaines. Et vous voyez déjà que c'est déjà un échec, alors que l'OTR a déjà eu à engager des tort à toutes les populations et ça a affecté naturellement le social. Le mandat social, c'est également la question de l'augmentation du prix du carburant qui a pénalisé les populations, une augmentation qui a été doublée, du moins en l'espace d'un mois ou bien de 2 mois, ce qui a provoqué également des manifestations. Et quand vous venez au Togo, le bien-être des populations n'est pas garanti. Et vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement, avec certains ministres, a inventé des programmes fantoches, des projets qui ne sont pas à la hauteur de la résorption de la situation sociale. Je veux parler notamment du PUDC, de ce programme dans lequel on investit 154 milliards et qui est géré par le PNUD, ce qui est un scandale économique si on veut parler ainsi. Les réalisations se font dans des malversations et dans des magouilles sans pareil. Le mandat social de Faure Gnassingbé est un échec. Lui-même, il le constate, le gouvernement le constate et les populations, à l'œil nu, constatent que le gouvernement n'aide pas la population en matière sociale. Et à part de tout ceci, la question de la faim, la famine qui frappe certaines populations, il faut aller dans les coins reculés pour voir comment les gens souffrent. L'eau potable n'est pas garantie à la population et l'électricité n'est pas garantie. Et les questions au niveau même de la technologie, l'Internet revient cher, le téléphone reste toujours cher par rapport à tous les pays de la sous-région. C'est l'échec total et il faudrait que le chef de l'État puisse revoir son mandat social et se rattraper, sinon on ne peut pas donner des résultats en matière de cette gestion au niveau du social qui est, si je n'exagère pas, catastrophique. D'accord, catastrophique, ce mandat social de Faure Gnassingbé, vous le dites, Carlos Queitou. Parlons des questions par rapport à ces réformes politiques au Togo qui suscitent toujours des débats. Alors, peut-on encore croire à l'opérationnalisation des réformes politiques dans un contexte où tous les signaux présagent un passage en force du système via un référendum? Carlos Queitou.
Écoutez, Amos, sur les questions des réformes politiques qui sont toujours renvoyées à la scène d'anglais, comme vous le constatez, et c'est certain que le gouvernement togolais a toujours donné dans le dilatoire. Le pouvoir RPT et UNIR n'est pas prêt à faire des réformes qui risquent en fait de compliquer sa situation de règne à vie. Vous savez que les réformes concernent principalement la question de la limitation du mandat, alors que tout fait croire aujourd'hui que Faure Gnassingbé ne baisse pas les bras en ce qui concerne son quatrième mandat. C'est également la question du mode de scrutin, le scrutin à 2 tours, et on sait également la position du gouvernement sur cette question de mode de scrutin où on ne veut pas lâcher prise puisque le mode de scrutin à 2 tours a permis l'alternance dans plusieurs pays et constitue le standard démocratique dans plusieurs pays. Et c'est des questions, c'est des questions principales qui ont constitué au toilettage de la Constitution et qui a été dépouillée de la substance concernant ce qui peut permettre une certaine alternance. On soupçonne, Amos, dans le cas précis que le gouvernement tente d'organiser un référendum. Et un référendum, est-ce qu'il sera bien organisé? Est-ce que les populations auront la main libre de voter comme il faut, comme en 92, où les gens ont voté le référendum, la 4e République en toute indépendance, où l'opposition était en bonne posture, où les populations écoutaient véritablement l'opposition? Est-ce qu'on ne peut pas, à un certain référendum, tripatuer encore les résultats pour revenir avec une proposition imposée par le RPT et UNIR? Point d'interrogation, toutes ces questions sont là, mais on n'a pas encore radicalement annoncé un référendum, mais on peut y aller, on peut aller vers cette situation qui n'est pas souhaitable pour le Togo. Je pense que c'est une question de volonté politique de la part du pouvoir en place. Si Faure Gnassingbé veut aujourd'hui engager des réformes profondes pour assurer une certaine alternance, il peut le faire. Il peut le dire. Nous avons vu dans la situation ou les conditions dans lesquelles Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir, c'est à l'espace de quelques heures que du ministre de l'équipement à la mort de son père, il est revenu prendre son siège au niveau de l'Assemblée nationale, où on a constaté le vide au niveau de la présidence de la République pour qu'il prenne le perchoir de l'Assemblée, devenir président de l'Assemblée pour assumer l'intérim et continuer, tenter de continuer le règne de son père. On a vu comment, en quelques heures, on a pu organiser cela au niveau de l'Assemblée nationale. Et pourquoi on ne peut pas organiser des réformes avec la même volonté politique et avec la même utilité et avec le même empressement? Pourquoi on ne peut pas le faire? C'est la grande question, de volonté politique. Et je pense que l'opposition aussi a sa part de responsabilité. L'opposition doit encore beaucoup plus mettre la pression. On ne peut pas se contenter notamment de se fier à des discussions tous azimuts où il y a un haut commissariat à la réconciliation qui est mis en place, qui ne fout rien du tout, qui ne joue aucun rôle. J'ai été surpris qu'un membre de ce Ashkroun aille aujourd'hui écrire un livre pour faire l'apologie de Gnassingbé et Adema, ce qui est un scandaleux parce que Gnassingbé et Adema lui-même constituent un problème, un cas de division des Togolais en matière politique et en matière de la gestion du pays, en matière de réconciliation. Et c'est un membre du Ashkroun qui a dédié ce livre. Et quand on suit les images, on voit des officiers de l'armée, on voit les barons du RPT et UNIR, et on voit également avec surprise certains membres du Ashkroun, comme si c'était le Ashkroun qui dédiait ce livre qui porte sur Gnassingbé et Adema à la population togolaise. Ce n'est pas bienvenu, ce n'est pas du tout fameux pour une période où tout le monde attend qu'une réconciliation véritable puisse être faite et que les réformes profondes puissent permettre d'espérer à
un horizon ouvert et éclairci pour le Togo. Donc c'est un peu difficile de croire que le MPT UNIR peut s'engager à des réformes profondes pour permettre de résoudre la crise qui secoue le Togo et qui met en minorité le Togo par rapport à tous les autres pays qui éloignent le Togo de toutes les réalités démocratiques dans la sous-région. Et je pense que tout le monde doit jouer sa partition, notamment. Et nous avons donné interview à plusieurs responsables politiques, notamment Jean-Pierre Fabre, Nicolas Lawson, Apedouama, qui tous pense que le peuple togolais doit prendre son destin en main, comme le peuple gambien, comme le peuple burkinabé, comme le peuple ivoirien, et comme dans tout autre pays, le pouvoir revient au peuple qui a toutes les prérogatives de prendre son destin en main par tous les moyens légaux, par les moyens constitutionnels. Amos, je pense que c'est sur cette question que nous allons mettre l'accent sur la question des réformes. Sinon, si on espère qu'un beau matin, le pouvoir MPT UNIR aura du moins la bonne volonté de dire que bon, à partir d'aujourd'hui, les réformes seront opérées. Là, on va continuer par rêver. D'accord, on va continuer par rêver. Carlos Couto, le mot est pesé. Merci quand même de nous avoir accompagnés en ligne depuis la capitale togolaise, Lomé donc. Et vous nous avez accompagnés pour commenter et analyser la situation sociopolitique au Togo. Je le disais, vous êtes directeur de publication du journal L'Indépendant Express. Vous êtes aussi président du patronat de la presse togolaise PPT. Carlos Couto, merci et bonsoir. Merci à Amos pour cette opportunité. Et je profite pour remercier tous les amis, tous les frères, tous les potes de la diaspora qui sont partout dans le monde, que de temps en temps nous avons l'occasion de rencontrer, notamment en Suisse, notamment en France, en Belgique, aux États-Unis, en Allemagne. Et nous saluons également toutes ces personnes et nous les appelons à la mobilisation, à soutenir le processus démocratique, à soutenir les manifestations, à soutenir le peuple togolais dans cette épreuve difficile qui nous amène vers l'alternance. Je pense que l'espoir est permis. On pourra arriver comme tout autre peuple. Nous ne serons pas toujours là à rester à la queue du peloton. Nous sommes capables de quelque chose. La diaspora jouera également son rôle dans cette situation. Amos, merci beaucoup et très bonne émission. Merci beaucoup à toi aussi, Carlos Couto. Et comme je le disais, à très bientôt. Bonsoir et bon courage depuis Lomé. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.